Vous connaissez peut-être cette grande plante en forme de pichet. Elle s'appelle Nepenthes lowii. Elle vit dans des régions où le sol est pauvre en nutriments. Elle a donc appris à obtenir des nutriments d'une autre manière, en se nourrissant d'insectes. C'est très simple, elle prend des insectes au piège et elle les digère tout doucement. Mais pour un minuscule animal appelé Tupaia montana, la forêt où pousse cette plante dangereuse ressemble à ça. Cette musaraigne joue toutes sortes de vilains tours à la plante carnivore. Sérieusement, elle commence par lécher la sève sucrée, puis elle frotte le pichet et avant de partir, elle laisse derrière elle une surprise odorante. Mais la plante ne s'offusque pas du tout de ce comportement. En fait, elle attend avec impatience chaque apport d'excréments. Ça semble dégoûtant, mais pas du point de vue de la nature. Les chercheurs ont découvert que cette espèce qui sert de toilette aux musaraignes n'est pas comme les autres. Il est rare de trouver des insectes piégés à l'intérieur. En effet, en général, de telles plantes ont des bords glissants pour faire glisser les insectes, araignées et autres petites proies. Mais pas cette espèce. Ces bords ne sont pas glissants, ce qui permet aux musaraignes d'y faire leurs besoins en toute tranquillité. Et Nepenthes lowii en bénéficie, car ses excréments contiennent tous les nutriments dont elle a besoin, en particulier de l'azote. Quant au comportement des musaraignes, il est plus difficile à expliquer. La raison pour laquelle elles veulent absolument faire leurs besoins là est surprenante. Plusieurs théories existent. C'est peut-être par prudence, ça leur permet de dissimuler leurs traces olfactives afin d'échapper aux prédateurs. Ou bien elles sont attirées par le nectar sucré de la plante, et la pause toilette est une conséquence fortuite. Pourquoi aller ailleurs quand on peut faire ses besoins sur place ? Il n'y a pas que les musaraignes qui se livrent à des pitreries, les singes sont pas en reste. Les chercheurs ont donné à cette plante le surnom officieux de gobelet de singe. Le nom est né lorsque quelqu'un a imaginé des singes buvant l'eau de pluie retenue par cette plante, ce qui était une idée amusante. Or, on a découvert par la suite qu'il ne s'agissait pas d'un mythe, mais de la vérité. Les orang-outans se servent bel et bien de cette plante comme d'une sorte de verre. Pas sûr que la plante apprécie que des orang-outans utilisent ses feuilles comme gobelet, mais c'est toujours mieux que certains autres usages. Les grands singes ont la mauvaise habitude de jeter leurs excréments pour exprimer leur colère. Toutefois, selon les chercheurs, ils ne le font qu'en captivité. Dans la nature, ils utilisent des bâtons et des pierres pour faire passer leur message. Mais en captivité, ils doivent exprimer leur créativité autrement. Vous craignez qu'un singe ne vous bombarde d'excréments lors de votre prochaine visite au zoo? Rassurez-vous, selon les chercheurs, c'est bon signe. Ça montre que vous avez attiré l'attention des singes. Ils n'envoient pas ces messages à n'importe qui. D'ailleurs, les singes pourraient bien lancer des choses sur les plantes carnivores pour se venger d'elles. En effet, ils sont en compétition pour la même nourriture, les insectes. Mais heureusement, c'est surtout les chimpanzés qui font ça, et ils ne vivent pas là où ces plantes prospèrent. Supposons quand même que des singes décident de jeter leurs excréments sur une plante carnivore. Est-ce qu'ils devraient craindre des représailles ? Évidemment, les plantes peuvent pas les attaquer en retour, mais peut-être qu'il existe des plantes capables d'avaler un chimpanzé ou un orang-outan, comme elles le font avec les insectes. Préparez-vous à être choqués. Il y a quelques années, une histoire est devenue virale, celle d'une plante chilienne dont les feuilles acérées transpercent les moutons et qui se nourrit ensuite de leur carcasse en décomposition. Divers journaux, du Daily Mail au Huffington Post, ont couvert cette histoire. La plante en question s'appelle Puya perteroniana, un parent éloigné de l'ananas. Selon un communiqué de presse de la Royal Horticultural Society, cette plante a l'habitude de piéger les moutons pour s'en nourrir. Une fois le pauvre animal mort, son corps en décomposition devient une sorte d'engrais macabre pour la plante. Le communiqué mentionne que pour protéger leurs troupeaux, les éleveurs brûlent la plante en question. Imaginez la réaction des journalistes lorsqu'ils ont découvert que rien de tout ça n'était réel. Oui, c'est pour ça que vous n'avez jamais entendu parler de plantes mangeuses de moutons. On va tâcher d'enquêter. Il faut d'abord savoir qu'il n'existe aucun mammifère natif du Chili qui fasse la taille d'un mouton. Les mammifères ne sont arrivés là qu'après le Pléistocène, une période d'environ 2,5 millions d'années qui s'est achevée il y a 11 700 ans.
Bien sûr, l'homme a introduit des moutons et des chèvres au Chili, mais plus récemment. Il est peu probable qu'une plante ait pu développer une telle stratégie de survie en si peu de temps. Quoi qu'il en soit, la Royal Horticultural Society a fini par reconnaître que ces sources n'étaient pas vraiment dignes de confiance. Cette plante se régalant de moutons n'était qu'une histoire à dormir debout. En revanche, s'agissant des interactions entre primates et plantes carnivores, inutile d'inventer des histoires, la vérité dépasse la fiction. Vous avez déjà entendu parler de chimpanzés qui se mettent un brin d'herbe dans l'oreille pour le plaisir. Tout a commencé avec un chimpanzé de Zambie nommé Julie. En 2010, Julie s'est enfoncé volontairement un brin d'herbe dans l'oreille. Plus tard, elle a renouvelé son geste à plusieurs reprises. Pourquoi? Personne ne le sait. Ça n'avait sans doute aucune utilité, mais les autres chimpanzés du groupe ont commencé à suivre son exemple. Les chercheurs ont tenté d'élucider le phénomène, mais ils se sont retrouvés dans une impasse. En fait, tout ça ressemblait furieusement à une mode. Un chimpanzé a trouvé ça élégant, et de fil en aiguille, tout le monde a voulu suivre la tendance. Et tant pis si ça servait à rien. Pour ce qui est des bâtons, les choses sont plus faciles à comprendre. En plus de leur usage habituel, les chimpanzés les transportent dans un autre but. Les jeunes chimpanzés ont l'habitude de porter des morceaux d'écorce, de petites bûches et des lianes en utilisant leurs mains, leur bouche, leurs aisselles ou en les glissant entre leur ventre et leurs hanches. Parfois, ça dure quelques minutes, parfois plusieurs heures, mais le principe est le même, avec ou sans ce bagage supplémentaire. C'est un peu comme si les bâtons étaient des poupées. Regardez ça. Les bâtons de droite ont servi d'outils à des singes. Avec ceux de gauche, ils n'ont fait que s'amuser. En effet, ils auraient visiblement fait de très mauvais outils. Les chercheurs ont conclu de ce comportement que les chimpanzés étaient bien en train de jouer. Et comme chez l'homme, c'est plus fréquent chez les jeunes femelles que chez les mâles. Les chercheurs pensent qu'en faisant ça, les jeunes imitent leur mère. Les femelles ont tendance à cesser ce comportement lorsqu'elles ont des petits, ce qui confirmerait la théorie de la poupée. Le comportement des singes peut être déroutant, même pour les chercheurs chevronnés et les experts en primates. Prenons l'exemple des chimpanzés d'Afrique de l'Ouest, qui ont une étrange habitude. Ils hurlent, puis ils lancent des pierres contre les arbres. 2 fois, puis ils s'en vont. Pourquoi ils font ça? Les chercheurs sont réduits aux hypothèses. Cette étrange pratique semble culturelle, voire rituelle. Il est possible que le bruit d'une pierre frappant un tronc soit un message destiné à des singes éloignés. En Australie, les cacatoès noirs ont un comportement similaire. Ils utilisent des bâtons pour battre la mesure et trouver un partenaire. Les singes, eux, semblent privilégier certains arbres. Les chercheurs y ont découvert de vrais tas de pierres. Et le doute n'est pas permis. Il y a vraiment beaucoup de pierres sous ces arbres. Est-ce que ça pourrait être une sorte de télégraphe pour chimpanzés, transmettant des messages à travers la forêt? Des examens détaillés ont montré que ces arbres émettent en effet un son différent. Les chimpanzés pourraient s'en rendre compte sans analyse scientifique. Bien sûr, malgré nos points communs, les singes sont très différents de nous. Difficile de savoir ce qui leur passe par la tête. Parfois, même les chauves-souris sont plus logiques que les singes. Dans les forêts tropicales de Bornéo, elles font fi des traditions. Trouver une grotte? Pourquoi s'embêter quand on peut dormir dans une sarracénie? Lorsque des chercheurs ont observé ça pour la première fois, ils ont cru que la plante avait dévoré une chauve-souris. Avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est pas rare dans la nature. Imaginez leur surprise lorsque la bête à fourrure est sortie indemne de l'estomac du prédateur, dont elle s'est envolée nonchalamment. En fait, ces plantes carnivores sont étonnamment spacieuses, assez pour qu'un couple de chauves-souris puisse se glisser à l'intérieur. Les chercheurs ont observé que les jeunes chauves-souris faisaient parfois la sieste avec leur mère à l'intérieur de ces plantes. Bien sûr, tout ça a un coût. Les chauves-souris paient en... oui, vous avez deviné, en excréments. Il s'agit d'une autre espèce que la plante dont se servent les musaraignes, mais elle aussi est carnivore et elle s'est adaptée à ce mode de vie non conventionnel. Ces plantes ne contiennent que peu de liquide et elles dégagent une odeur faible.
Parmi les leurs, elles sont peut-être considérées comme de dégoûtantes chasseuses d'insectes. Mais elles font d'excellentes toilettes et d'excellentes maisons. Une question se pose, est-ce que les plantes attirent les chauves-souris pour profiter de leur déjection? Après tout, les plantes carnivores ordinaires attirent bien les insectes. Elles peuvent faire ça de plusieurs façons. Eh bien oui, ces plantes se sont adaptées pour attirer les chauves-souris. Elles ont développé une urne dont la forme unique renvoie l'écho des cris des chauves-souris. Ça fait aux chauves-souris l'effet d'une publicité tape à l'œil. Cette adaptation géniale permet de s'assurer qu'aucune chauve-souris ne manquera la plante. Dans les forêts denses, cette espèce se fond parfaitement dans le décor, ce qui la rend difficile à repérer. Mais grâce à l'écholocation, les chauves-souris font mouche à tous les coups. Les grenouilles, elles, sont allées encore plus loin. Elles se servent de ces plantes comme d'une garderie pour leurs têtards. Là encore, ça a lieu dans les forêts de Bornéo. À croire que les animaux qui y vivent n'ont aucun respect pour les plantes carnivores. Il y a quelques années, des chercheurs ont découvert plusieurs espèces de grenouilles dont la vie dépend directement de ces plantes. Mâles et femelles y élisent domicile. Et lorsque le moment est venu de se reproduire, elles pondent leurs œufs à l'intérieur de l'urne. C'est comme avoir une crèche dans son jardin. Pas besoin d'aller chercher de l'eau dans la forêt quand on en a chez soi. Les sucs gastriques de la plante ne dérangent pas du tout les têtards. Grâce aux nutriments, ils ne souffrent pas de la faim et les parois de l'urne les protègent des prédateurs. En prime, les déjections des têtards servent de repas à la plante. C'est gagnant-gagnant. Récemment encore, on pensait que toutes les espèces de ce genre mangeaient des insectes. Mais comme vous l'avez compris, la vérité est bien plus complexe. Cette photo montre des larves de moustiques nageant dans les sucs digestifs d'une plante carnivore. Ils s'y sentent bien car leurs ancêtres ont développé une résistance aux enzymes de la plante. Dans cette même forêt vit une espèce qui dispose de sa propre équipe de nettoyeurs. De minuscules fourmis résistantes aux sucs digestifs plongent dans l'urne pour extraire les grosses proies du liquide. Certaines araignées vivent sur la coiffe des saracénies, car il y passe beaucoup d'insectes. Ces araignées rusées tirent le meilleur parti des capacités de séduction de la plante, et elles font bombance tous les jours. Quant aux rabes, c'est la plante qui en profite. À première vue, ces plantes semblent être des prédateurs comme les autres. Mais pour les créatures qui vivent à proximité, elles servent aussi bien de toilettes que de pouponnières. Les plantes réagissent aux anesthésiques. Une curieuse info aujourd'hui. Certaines plantes réagissent aux effets calmants des anesthésiques, surtout les plantes carnivores. La dionée attrape-mouche cesse ses mouvements rapides, tandis que d'autres plantes carnivores qui comptent sur le piégeage de leur proie se figent et restent immobiles. Bon, personne n'a essayé d'anesthésier une sarracénie, mais je suppose qu'elle se détendrait et qu'elle interromprait sa digestion pendant quelque temps. Monstre canadien. On pense souvent que les sarracénies ne se nourrissent que d'insectes, voire d'araignées. Mais dans les zones humides de l'Ontario, ces plantes ont faim. Elles attrapent des animaux bien plus gros, comme des vertébrés. Dans les régions tropicales, les plantes carnivores s'attaquent parfois à des rats et à des oiseaux. Mais c'est au Canada qu'un chercheur est tombé sur un bébé salamandre pris au piège. Il a trouvé pas moins de 8 salamandres dans une même plante, et un an plus tard, 35 individus dans une autre. Ça n'avait donc rien d'un accident, c'était le régime alimentaire normal de ces plantes. Des insectes pour soigner les blessures. Lorsque l'on se fait mal, on soigne la blessure et on la recouvre d'un bandage ou d'un plâtre. Mais contrairement aux humains, les chimpanzés n'ont pas cette possibilité. Alors, ils ont développé leur propre méthode de premiers soins en plaçant des insectes sur leurs coupures. Tout le monde sait que les chimpanzés mangent des insectes, mais les chercheurs ont découvert qu'ils s'en servaient aussi à des fins médicinales. On ne sait pas encore quelles espèces ils utilisent, mais on soupçonne ces insectes de posséder de puissantes propriétés anti-inflammatoires ou antiseptiques. À plus!